Il y a 70% des informations qu'on peut collecter qui ne sont pas collectées parce qu'elles sont bloquées par des navigateurs, des adblockers. Donc, c'est des entreprises qui ont aussi intérêt à vendre leurs propres audiences. Il n'a pas compris qu'il devait travailler sa first party, donc ces données qu'il collecte lui-même pour ensuite utiliser une boîte comme la tienne, il a presque rien compris parce que... Se dire, en fait, mon CRM, il contient déjà tous mes clients avec certaines informations, donc pourquoi pas l'utiliser comme une CDP. Quelle est mon audience des clients qui sont à risque de churn? Donc je dois la définir. Bonjour Oussama. Bonjour. Écoute, merci pour ta participation à ce podcast Banous. Avec toi, on va parler CDP. Donc, on va rentrer un petit peu dans le cœur, dans le noyau de la gestion de la data pour les annonceurs et pour en fait toutes les personnes qui souhaitent manager de la data. Avant ça, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Merci pour l'invitation. Je suis Oussama, je suis le fondateur et CEO d'Inmo, une customer data platform moderne que j'ai créée, que j'ai lancée après avoir passé 10 ans dans la data, entre des postes plutôt dans des entreprises comme Ornicar ou dans le conseil, à conseiller des entreprises de toute taille à construire des plateformes data. D'accord. J'ai décidé de lancer Dinmo avec une promesse de simplifier cette catégorie de Customer Data Platform avec une approche plug and play et surtout une capacité à équiper un plus grand nombre d'entreprises de cette technologie qui était historiquement réservée pour de très grandes entreprises, en enlevant cette barrière à l'entrée qui est la complexité d'implémentation et corollaire de ça, le prix de la licence de ce genre d'outil. Avant de commencer cet épisode, le mot de notre premier sponsor sur Banous, il s'agit du Mage du SIA. Vous souhaitez être accompagné par l'une des meilleures agences SIA en France, avec plus de 10 ans d'expérience, plus de 50 clients gérés, le Mage du SIA est votre partenaire pour vos campagnes d'acquisition. Un grand merci à Alexandre pour sa confiance et pour soutenir Banous. Vous souhaitez le contacter, rendez-vous en description, j'y mettrai tous les liens, ou directement sur le site lemagedusia.com. Allez-y de la part de Banous. Un grand merci à Alexandre une nouvelle fois, bonne écoute. Ok, donc la promesse qu'on fait à nos auditeurs, c'est qu'ils vont tout comprendre concernant les CDP à la fin de cet épisode. J'espère en tout cas apporter un peu de clarté sur ce secteur, surtout où il y a beaucoup de bruit du fait que le sujet concerne n'importe quelle entreprise quand on parle de données clients, mais comme il y a beaucoup d'intérêt, il y a beaucoup d'acteurs qui vont essayer de se vendre comme des CDP, et donc ils vont présenter cette solution de leur prisme, donc par d'un prisme commercial, donc il y a beaucoup de bruit et moins de contenu éducatif sur le sujet. Écoute, super. Écoute, on va commencer par le b.a.-ba. La définition, c'est quoi une CDP ? Ok, une CDP, déjà, c'est on décompose. On parle de Customer Data et Plateforme. Donc, Customer Data, donc c'est une plateforme qui va permettre de gérer les données clients. Si on décompose une CDP en plusieurs fonctionnalités, la première consiste à réconcilier l'ensemble des touches clients dans une vision unifiée par profil. Pour faire encore plus simple sur cette première brique, aujourd'hui, un client d'une entreprise, il a en moyenne 12 points de contact avec l'entreprise, entre le site web, entre le magasin, entre le support client ou encore l'emailing. Et tous ces points de contact en fait, sont gérés dans des outils séparés. Donc le CRM, le magasin, la base de données du produit, etc. Donc le premier enjeu, c'est de rassembler toutes ces touches clients dans une même base de données et qui est réconciliée et d'attacher à cette vision unifiée des clients toutes les activités du client. Donc, qu'est-ce qu'il a fait comme transaction, quand est-ce qu'il est revenu sur le site, est-ce qu'il interagit avec les emails, avec les notifs. Comme ça, on a en fait une vision très claire et fine de tous les clients de l'entreprise qui s'engagent avec l'entreprise. Et on est capable ensuite d'exploiter ces données. À mon époque, excuse-moi, je te coupe, mais à mon époque, on appelait ça un data lake. C'est un peu ça ou... C'est à peu près la même chose, dans le sens où les CDP viennent avec un data lake, en fait, qui permet de centraliser les données. Parce qu'il y a une première partie qui est récupérer les données, les mettre dans un même endroit, et ensuite, c'est la
capacité de les stitcher, de les réconcilier ensemble pour qu'on puisse dire, cette donnée-là qui vient du CRM, je suis capable de la réconcilier avec ma base de transactions pour savoir que ce client qui est passé acheter ce produit est le même qui est repassé sur le site ou qui a ouvert ce mail. Donc ça, c'est un peu l'étape après la centralisation. D'accord. Et qui se met dans la catégorie de fonctionnalités qu'on appelle Customer 360, donc cette capacité à décrire en 360 tout ce qui se passe autour du client en lien avec l'entreprise et c'est tous ces assets digitaux ou physiques. Ok, très clair. Donc ça, on parle de vraiment la première fonctionnalité. Première brique, voilà. Première brique. Donc, une fois qu'on a les données, en fait, il faut en faire quelque chose. Donc, Exactement. On ne centralise pas les données et on ne réconcilie pas pour le plaisir de le faire, mais surtout que c'est coûteux. Mais pour des fonctionnalités qui sont principalement la capacité de créer des audiences, des segments dynamiques basés sur l'ensemble de ces informations et ensuite les avoir partout dans les outils qu'on va utiliser pour communiquer avec le client. Parce que l'enjeu final, si on regarde la finalité, c'est de permettre aux personnes qui vont communiquer avec les clients, côté marketing, côté support, côté sales, d'avoir accès à 100% de l'information sur les clients quand ils vont communiquer avec ces derniers. Donc, si je suis CRM manager, je me place côté CRM manager, je suis en train de préparer mes campagnes. J'ai une campagne en fait anti-churn. La première chose que à laquelle je vais réfléchir, c'est quelle est mon audience des clients qui sont à risque de churn. Donc, je dois la définir. Est-ce que j'ai toutes ces données-là dans mon CRM? Je ne l'ai pas. Donc, comment je vais aller chercher cette audience? Je vais aller dans ma CDP parce que c'est dans ma CDP que je dispose de 100% des informations sur mes clients. Et c'est là où je vais définir mes règles de segmentation. Et ensuite, en quelques clics, la CDP, elle dispose de plusieurs connecteurs avec l'ensemble de l'écosystème marketing, outils de support ou plateforme AdTech pour synchroniser cette audience de façon dynamique avec l'ensemble de l'écosystème. Comme ça, quand je travaille sur mon CRM, en tant que CRM manager, je ne me soucie pas du tout de la fraîcheur de données ou est-ce que j'ai ou pas la bonne donnée pour communiquer avec mes clients et créer le bon programme pour mes clients. Très clair. Donc ça, c'est la deuxième brique. Exactement. Et la troisième brique? J'en ai parlé entre autres, c'est les connecteurs. C'est la capacité à synchroniser les données une fois qu'on a créé ces segments. Donc c'est un ensemble de règles pour définir un segment client. D'accord. Il faut qu'elle soit connectée à l'ensemble des outils, que ce soit ton Facebook, ton Google, ton CRM ou encore ton outil de support. Ouais, parce qu'en fait, une des grosses problématiques, c'est souvent les clients, ils viennent te voir. Enfin, à mon époque, ils venaient me voir. En tout cas, quand je gérais ces problématiques-là, ils voulaient tout faire, mais il faut que l'entreprise à qui ils s'adressent ait la capacité ensuite de transférer des ID pseudonymisés, anonymisés. Exactement. Enfin, il y a plein de termes suivant la techno avec ces technos-là. Et souvent, en fait, la grosse problématique, c'est que les walled garden, ils octroient des connecteurs à certaines entreprises et pas à l'ensemble du marché. Donc, ça crée par défaut des espèces de barrières à l'entrée. Enfin, une espèce d'oligopole entre certaines entreprises et c'est hyper compliqué. Toi, ce que tu dis, c'est que tu as des connecteurs avec les principales technologies et vous avez un ID qui est généralement basé sur un hash email du client. C'est ça? Oui, exactement. Est-ce que... Donc, on a compris la techno, les 3 briques. Ouais. C'est quoi en termes de marketing digital, j'entends, parce que je pense que tu as plein d'autres use cases, mais dans le marketing digital, c'est quoi les 2 use cases les plus communs que tes clients te demandent? Tout à fait. Je peux parler des use cases qu'on observe chez nos clients qui dépensent plusieurs millions d'euros. En fait, il n'y a pas que des clients qui dépensent plusieurs millions d'euros sur le digital, sur l'acquisition en ligne, mais je pense que c'est très parlant parce que c'est des cas d'usage assez communs. Alors, quand on va préparer des campagnes, une campagne digitale, elle se décompose en une audience et un message à distribuer à cette audience-là. Et donc, quand on est en train de préparer ces campagnes, donc en fait, et quand on est en train de réfléchir à l'audience la plus pertinente par rapport au message que je vais envoyer, donc historiquement, sur l'acquisition, donc on va passer un message assez générique,
Mais aujourd'hui, et là, c'est la plateforme Google ou Facebook qui va récupérer des informations automatiquement via ces fameux tags sur les sites web, qui sont les clients qui ont acheté par le passé, ensuite enregistrer toutes ces données chez eux pour ensuite exclure les clients qui ont déjà acheté, des prochaines campagnes, etc. Donc ça, c'était les campagnes sur Facebook et Google il y a 5 ans. Depuis, il y avait le RGPD, les ad blockers, la disparition progressive des cookies tiers, qui fait que ces plateformes digitales, elles disposent de très peu d'informations sur les clients des entreprises via ce fameux tag qui est déposé sur les différents sites. Et donc, ces plateformes, elles sont de moins en moins pertinentes dans la distribution de ces ads à l'ensemble de leurs utilisateurs parce qu'ils sont incapables de savoir qui convertit pas. Et donc, à partir de là, et en fait, il leur faut de l'information pour être plus pertinent et, in fine, diminuer le coût par action pour ces mêmes entreprises. Et pour le faire, donc, une première chose, c'est d'être capable de savoir c'est qui les clients dans l'entreprise. Donc, être capable de communiquer la liste des clients de l'entreprise pour des cas d'usage qui peuvent être de l'exclusion. Je suis dans le travel. Mes clients achètent leurs vacances d'été pendant le dernier trimestre de l'année d'avant. Et entre-temps, moi, je vais continuer à distribuer des publicités pour recoller mon stock des hôtels, etc. Mais par contre, mes publicités, si je ne suis pas capable d'exclure mes clients qui ont déjà réservé, en fait, je vais dépenser beaucoup de budget. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, mais ça peut aller jusqu'à 30%, 40% dans certains cas. Et notamment dans des secteurs comme le travel où il y a du booking pour une consommation future. Donc ça, c'est le premier cas d'usage qu'on observe vraiment chez quasiment tous nos clients, c'est les stratégies d'exclusion. Dès qu'un client achète, si on sait que pendant une période, il n'y a quasi pas de chance qu'il rachète, on va les exclure. Et comme ça, on est capable de gérer des campagnes pure acquisition pour du nouveau client et d'autres campagnes d'équipement avec d'autres messages, peut-être un peu différents, un peu personnalisés à ce qu'ils ont acheté, etc. Donc ça, c'est vraiment le premier cas d'usage. Ensuite, une deuxième catégorie, c'est d'orienter les algorithmes publicitaires vers les clients de l'entreprise pour chercher des clients similaires. Donc, on parle de stratégie de lookalike. Donc, définissant les top clients. Peut-être c'est les clients qui sont assez fidèles, qui achètent selon une certaine fréquence à certains produits. Communiquer ça, créer en fait une variété de campagnes avec une audience lookalike basée sur ces mêmes clients. La troisième catégorie, c'est plus la réactivation et l'incitation à l'achat. Donc, on va être sur la capacité à définir des audiences, disons... je suis Sephora, je sais que les produits de parfum, c'est des produits qui s'écoulent au bout d'un certain moment et c'est au bout de 3-4 mois, c'est le moment pour réengager les clients, leur rappeler en fait qu'il faut acheter le nouveau parfum, etc. Donc, l'enjeu de réactiver les clients, il peut dépasser le CRM parce qu'historiquement, on était sur du CRM, donc on envoie un mail, mais aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Les clients désengagent de CRM, mais par contre, s'ils voient la publicité sur Facebook, sur TikTok, sur Snapchat, ils vont réengager. Juste, une nouvelle fois, je te coupe, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que, alors, je vais remonter un peu au début de ta réponse, c'est que finalement, un annonceur aujourd'hui, s'il n'a pas compris qu'il devait travailler sa first party, donc ces données qu'il collecte lui-même pour ensuite utiliser une boîte comme la tienne, ou même un concurrent, enfin peu importe, il a presque rien compris parce que, étant donné que les cookies tiers, c'est de plus en plus compliqué de les travailler. Et donc, finalement, s'il n'a pas son propre stack techno, s'il ne contrôle pas sa donnée, il va dépenser des fortunes dans des campagnes sur lesquelles il aura zéro insight. Donc, déjà, en fait, c'est en ça que votre métier, il est plutôt pas mal parce que la matière première, elle est apportée par le client. Généralement, c'est de la data qui est qualifiée, qui est bonne en plus pour lui. Et donc, vous lancez un cercle vertueux à travers les différentes plateformes. Super clair. Et d'ailleurs, le jour où il n'y a vraiment plus de cookies tiers, Google retarde à chaque fois, mais bon, il y en a de moins en moins avec Safari, il y en a de moins en moins avec l'environnement
avec Chrome bientôt. Firefox, ça doit être pareil, ils doivent les bloquer de mémoire. Enfin bref, un peu partout. De toute façon, il y a une information qui est incomplète. Ouais. Parce qu'on en perd déjà une partie. Même si ce n'est pas fini à 100%, on n'en collecte que très peu. Okay. Donc on n'a jamais la vision 100%. À la date d'aujourd'hui, il y a 70% des informations qu'on peut collecter qui ne sont pas collectées parce qu'elles sont bloquées par des navigateurs, des adblockers ou un refus de consentement, des choses de ce type. Est-ce que vous avez des actions avec les ID dits universels, les First ID, Ramp ID, je vais en citer plein comme ça, je n'aurai pas de soucis, UI, Trade Desk ID, Trade Desk ID. ID5, etc. Alors, c'est très nouveau, sincèrement, pour être... c'est pas généralisé, ça reste quand même quelque chose qui est pratiqué dans des très grandes entreprises qui font des partenariats avec ces plateformes, type de Trade Desk, donc c'est très orienté programmatique. Mais oui, ça reste en fait les mêmes intégrations, c'est-à-dire comment on va identifier un client de l'entreprise qui est identifié avec des identifiants techniques, Customer ID, mais également un nom, prénom, une adresse email. Mais certaines entreprises, en partenariat avec des plateformes type de Trade Desk, sont capables, via échange d'informations, d'identifier ces mêmes derniers avec des ID universels. Mais sincèrement, ça reste embryonnaire, à mon sens, et surtout pratiqué uniquement pour des entreprises qui dépensent énormément. Des grands comptes. Exactement, des grands comptes. Donc en fait, c'est pour ça qu'on en parle principalement sur des plateformes type de Trade Desk qui sont utilisées avec des gros publishers qui, eux, déjà, en fait, ils ont un business aussi de vente de la donnée. Donc, ils ont une audience, en fait, qui n'est pas authentifiée, qui va venir lire sur Le Figaro, sur Le Monde. Et eux, derrière, il y a un enjeu aussi de distribuer ces audiences, de les vendre, en fait, à des annonceurs. Et donc, pour pouvoir le faire dans les deux sens, ils vont faire des partenariats avec de Trade Desk et d'autres plateformes pour justement unifier, identifier ses clients et ensuite donner la possibilité à d'autres annonceurs à les exploiter. On attend encore, en fait, alors aux États-Unis, c'est de plus en plus pratiqué, mais en Europe, si on prend toute l'échelle de l'Europe, aujourd'hui, on l'a vu chez 2 clients seulement, donc c'est pas encore très démocratisé, mais pourquoi pas? En tout cas, il y a ces initiatives, ça indique que le marché est en train d'essayer de se réinventer. Les AB aussi participent à ça, à créer un nouveau standard post-cookie qui peut permettre, de respecter les choix des utilisateurs d'Internet, et de distribuer de la publicité personnalisée, de faire la croissance des entreprises au final. C'est pour ça qu'on fait de la publicité. Et puis toi, finalement, c'est presque pas ton problème, parce que toi, si jamais sur une ligne, tu travailles avec un client qui, lui, travaille aussi avec une de ces technos-là, il dit pour dupont@gmail.com dans sa CDP, c'est l'ID 456 de The Trade Desk ou de n'importe qui d'autre. Tout à fait. Donc, nous, de toute façon, du moment où le client dispose de cet ID dans ses bases, il est capable de l'exploiter pour identifier ses clients sur d'autres plateformes. Ok. Je vais te poser des questions, parce qu'en fait, la grosse problématique, c'est je vais te poser, depuis tout à l'heure, je te pose des questions, mais un peu plus rapidement, il faut répondre un peu plus du tac au tac, dans le sens où comment on te positionne, toi, face à des concurrents directs ou indirects, pour bien que les gens ils comprennent l'écosystème. Toi, tu es côté annonceur, grosso modo. Oui. Un MediaRhythmix, Weborama, des boîtes comme ça, pour toi, c'est quoi? Des gens qui font presque la même chose ou sur d'autres verticales? Enfin, c'est quoi Alors, sincèrement, déjà, on est concentré plus sur notre techno, répondre aux besoins de nos clients que d'observer d'être obsédé par des potentiels concurrents. Mais sur ces deux-là, en fait, on parle plus de technologie type DMP, donc avec une promesse historique qui était d'être capable de passer des messages à ses propres clients sur l'ensemble de l'écosystème, avec une capacité à identifier, réconcilier données first, données de partenaires, donc les second party et le third party dans une même plateforme pour ensuite aller les activer sur l'ensemble de l'écosystème digital. On peut parler aussi de Crooks, etc. Donc ça, c'est une première catégorie qui, pour moi,
et en voie de disparaître. Si on parle de DMP, c'est en voie de disparaître ou ça doit se réinventer pour répondre à cet enjeu-là à cause de la disparition des cookies tiers. Donc, il faut trouver un nouveau mécanisme. C'est eux qui militent pour les créations de ces identifiants uniques, cross-platform, pour ce même enjeu. Okay. Et ces DMP, elles concernent principalement des entreprises qui ont énormément de trafic. Donc, on parle de publishers, on parle de... C'est pour ça que vous regardez sur même Waborama, MediaRhythmix, ils vont travailler avec des grands éditeurs type Le Monde, TF1, Prisma. Voilà. Donc, c'est des entreprises qui ont aussi intérêt à vendre leurs propres audiences sur des plateformes, sur des ad serveurs ou en direct, et d'où l'enjeu de réconcilier leurs audiences avec d'autres. Parce que toi, tu es focus sur la first party de ton Exactement. Une boîte qui ferait du CRM. Ouais. Pour toi, c'est quoi? C'est quelque chose, c'est une feature de ta techno. Le CRM, c'est quoi? Alors, il y a un petit foisonnement. On le voit même sur le marché, plusieurs CRM qui vont revendiquer être une CDP en même temps. Donc, CDP plus CRM. On voit beaucoup dans l'industrie le besoin CDP drivé par le CRM manager parce qu'il a envie d'avoir certaines données dans son CRM, mais il ne les a pas. Donc, il se dit, bon, si je prends une CDP, ça résout mon problème. C'est encore mieux si c'est ensemble. Donc, on voit beaucoup de clients être très tentés par se dire, en fait, mon CRM, il contient déjà tous mes clients avec certaines informations. Donc, pourquoi pas l'utiliser comme une CDP? Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut marcher. Et on le voit sur certains clients qui ont une stack technique très simple, un Shopify, tu connectes à un Klaviyo, tu as à peu près tout. Donc, tu n'as pas de complexité pour vraiment faire ça. Mais dès qu'on monte en complexité avec la taille de l'entreprise, en fait, la donnée, elle est éclatée dans plusieurs outils. Donc, imaginez connecter tous ces outils entre les ERP, entre les transactions en magasin, les transactions e-commerce dans un même endroit et attendre à ce que Adobe Campaign ou Klaviyo ou n'importe quel autre outil puisse arriver avec toutes ces intégrations, c'est une illusion. Parce que en fait, leur back-end n'est pas censé vraiment accueillir toutes ces données et surtout, moi je suis un grand partisan du best of breed, essayer d'être très fort sur la CDP et le CRM en même temps, c'est une illusion parce que c'est deux métiers déjà différents, il faudra avoir une taille énorme, même Salesforce aujourd'hui avec ses produits qui s'interconnectent a beaucoup de mal à revendiquer le positionnement sur les deux. Et donc pour revenir sur la question de base, oui, les CRM, dans certains cas, peuvent être considérés comme une CDP. Parce que ces entreprises-là, ils ont un setup simple. Il suffit que Klaviyo rajoute 2 connecteurs pour envoyer vers Facebook, Google. Ça couvre exactement tous leurs besoins. Mais dans certains cas, et c'est la majorité des entreprises, c'est pas le cas. On se retrouve vite bloqué. Et du coup, le CRM devient une destination vers laquelle la CDP peut synchroniser de la donnée. Donc la CDP, elle va réconcilier les données, les préparer pour l'utilisation, les enrichir avec aussi, on n'en a pas parlé, mais potentiellement du prédictif ou des recommandations de produits. Et ensuite, synchronise ça avec et le CRM et l'outil de personnalisation en site, les plateformes ads, pour être capable de faire des programmes omnicanaux. Donc on parle de l'omnicanalité. Et un des enjeux, et pourquoi c'est de plus en plus important de séparer ces deux couches CRM et CDP, aujourd'hui, les clients peuvent s'engager sur du push plutôt que du mailing. Donc, il n'ouvre pas d'email, mais par contre, tu auras une notif, il réagit. Il peut être tout le temps sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, une fois qu'il voit une publicité, il peut revenir sur le site et tu peux réengager. Et donc, pour être capable d'orchestrer ces parcours omnicanaux, il faut avoir l'information cross-levier qui n'est pas liée à un CRM ou autre. Donc, si je sais que cette population ne s'engage pas sur le CRM, mais plutôt sur le notif, je peux définir toutes ces règles dans ma CDP et utiliser le canal préférentiel du client. Et in fine, c'est aussi économiser du budget. Si je vais retargeter uniquement des populations qui ne s'engagent pas sur du emailing, sur des leviers propres à l'entreprise, donc je vais dépenser de l'argent, donc je vais gagner en
en efficacité parce que je ne dépense pas sur l'ensemble de ma base en retargeting parce qu'il y en a où je sais que de toute façon, ils ne vont pas réagir et l'email, c'est le canal préférentiel. Voilà. Très clair. Et dernier pan de mon interrogation, on y a déjà un peu répondu, tout ce qui est data clean room, qui est vraiment le mot à la mode en ce moment. Comment toi tu te positionnes par rapport à ça? Alors, pour le moment, sincèrement, on le traite au cas par cas, dans le sens où, quand on parle de data clean room, c'est cette capacité, en fait, pour moi, c'est un enjeu de mesure avant tout, d'être capable de dire combien de clients chez Galeries Lafayette, ils peuvent en fait s'engager côté mano mano, etc. Donc en fait, c'est cette capacité de croiser des bases et d'avoir un tiers de confiance au milieu et qui permet de dire, voilà, parmi ces clients qui ont acheté dernièrement, ils viennent d'une plateforme ou une autre, donc c'est un enjeu de mesure. Pour le moment, en fait, l'écosystème, disons, qui n'est pas si mature que ça. Et moi, ce que je conseille aux entreprises, c'est vraiment de partir sur les bases. Est-ce que déjà, je suis maître de mes données? Est-ce que j'ai accès à 100% de mes données, réconciliées avec des identifiants qui sont cleanés, une base dédupliquée? Une fois qu'on a ça, sincèrement, l'enjeu de Clean Room, on peut même le construire en interne avec des contrats signés et sans dépenser 1 million d'euros sur une techno qui va nous permettre de faire ces mesures. Très clair. Toi, en fait, c'est ça, je m'imagine, parce que nous, enfin, plus toi d'ailleurs, parce que moi, ça fait quelques temps que je suis un peu en dehors de ça, mais je me dis, pour un annonceur ils sont de plus en plus matures sur les sujets, il ne faut pas non plus se leurrer, ils ont staffé, etc., mais c'est quand même pas facile. Entre toutes ces technos, et c'est ce que tu disais même au début de l'interview, en fait, c'est que tout le monde prêche pour sa paroisse, crée des standards plus ou moins uniques à eux-mêmes, finalement, et un annonceur qui se retrouve au milieu, et ben, il est un peu perdu, quoi. Et c'est vrai que alors moi, j'étais vachement pro cookie tiers, etc., parce que je trouvais que c'était une techno qui avait tous les défauts du monde, sauf que c'était une techno gratuite et que n'importe quelle entreprise pouvait contrôler. Et pour moi, il y a eu plein de dérives, et j'en suis tout à fait conscient, mais en tout cas, ça avait cette particularité-là. Là, on va arriver avec des technos, et heureusement, first party, où les clients, de toute manière, sont obligés de comprendre ce qu'ils font, parce qu'il faut qu'ils rapatrient de leurs connaissances au sein de boîtes comme la tienne, enfin, et d'autres. Et ça va les forcer à se poser des questions. Mais en fait, il faut vraiment se poser des bonnes questions. Quel use case je veux mettre en place? Où est-ce que je capte de la donnée? Parce que, pareil, quand tu expliques, moi je suis un e-commerçant, j'ai des magasins en physique, je dois connecter mes caisses à ma techno, je dois connecter les ventes de mon Shopify à cette même techno. Et, ah oui, mais j'envoie des emails, donc il faut que je sache aussi que l'ID 1, 2, 3, 4, il ouvre plutôt ce type d'email avec ce type de produit, etc. C'est hyper complexe. C'est hyper complexe. Mais en tout cas, c'est ça qui fait que ça apporte une vraie valeur. Merci beaucoup, Oussama. Je regarde vite le temps pour respecter un peu les horaires des podcasts. C'est bon, il nous reste quelques minutes. Si j'ai envie de progresser sur ce sujet-là, est-ce que toi, tu as des ressources à proposer, même des blogs, etc., etc. C'est une vraie question. Alors, il y a notre blog, allez sur dinmo.com/blog. On essaie vraiment d'écrire du contenu de qualité éducatif avant d'aller en fait dans une approche de vente. On a pris ce parti pris parce que c'est ce qui fait que c'est normal. Donc, on est mieux référencié que d'autres sur Google parce que on évite d'être dans mélanger l'aspect commercial avec l'aspect éducatif. Et après, il y a des ressources un peu standard. Il y a le CDP Institute qui contient un certain nombre d'informations. Le seul inconvénient, ce que je vois, c'est qu'on va mettre en avant certains acteurs que naturellement, pour faire vivre ce genre de site, il faut des sponsors. Nous, on va plus orienter vers certaines approches que d'autres. Mais disons... moi, ce que je conseille, en fait, au-delà de... Enfin, il y a un peu CDP Institute, le blog de Dinmo, qui
peuvent donner en fait certains éléments. Mais un conseil pour tous ces clients qui se posent ces questions, c'est de partir du use case. Pourquoi ne pas partir sur un investissement en CDP? Parce que mon père a acheté une CDP. Ça ne veut rien dire dans le sens où on peut être bloqué par une implémentation lourde, etc. et avoir du mal en fait à générer un ROI. Parce qu'on est parti juste en fait sur de l'équipement, on achète l'outil, on n'achète pas le use case. Si on part du use case, on va se rendre compte que la première partie, c'est d'être maître de ces données, de s'occuper de créer une base unique en fait qui contient tous ses clients et d'avoir la main sur ces données et ensuite partir use case par use case et analyser quand est-ce que je vais réellement en trouver un blocage et me dire en fait je ne peux pas le faire en interne parce que je dois connecter 4-5 plateformes, parce que je dois segmenter en no-code et que j'ai pas ce qu'il faut pour me le faire. À ce moment-là, il faut se poser la question, il faut aller voir le marché avec ces besoins-là. Ne pas se laisser attirer par la fame du moment, juste vraiment répondre à ses propres problématiques. Écoute, merci parce que en fait, tu as répondu en 2 fois parce que mon point, c'était à quoi l'annonceur devrait faire attention. Donc voilà, partir de son use case. Merci beaucoup, Oussama. Où est-ce qu'on peut te suivre ? Je suis beaucoup sur LinkedIn. Là, j'essaie vraiment d'avoir de la régularité en termes de communiquer avec notre public, donner de l'information aussi sur ses approches parce qu'on est convaincu, si on est dit que le marché en paraîtra comme la solution parfaite pour un certain nombre d'annonceurs. Je revendiquerai pas qu'on est la meilleure solution pour n'importe quel annonceur. On le saura bientôt, mais pour le moment, en tout cas, voilà, je suis dans cette optique d'éducation du marché avec du contenu sur LinkedIn. Et sinon également sur notre site on a une rubrique contact, vous pouvez nous contacter ou encore mon prénom oussama@dinmo.com. Je suis disponible pour aider si je le peux. Écoute, super, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés ou regardés suivant le canal. Et puis, écoutez, si ce sujet vous intéresse et vous souhaitez qu'on poursuive, je me permettrai de réinviter Oussama pour continuer à discuter de ce sujet. Donc, si vous avez des questions précises ou même un peu plus larges, n'hésitez pas. Puis, merci à vous de nous aider à partager, liker et à poser des questions via les commentaires sur la plateforme. Et puis, on se dit à une prochaine fois. À bientôt. Merci, à bientôt.